Merci beaucoup, Jérôme. Bonsoir à toutes et tous. Je voudrais d'abord parler de quelqu'un qui est la personne qui m'a permis de faire la rencontre de Sophie Ristel-Hubert, qui est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie, que j'ai toujours considéré comme une forme de grand frère. Et comme souvent avec les grands frères, c'était un rapport qui était un rapport de grande affection, de respect, je pense, mutuel, mais aussi parfois de rivalité, de tension, d'émulation. La personne, c'est Xavier Dourou, qui nous a quittés en 2017. C'est une photographie que j'avais faite de lui. J'ai beaucoup de photos de Xavier, je l'ai beaucoup photographié, que j'avais faite de lui la première fois que j'ai vu la Fondation Artung Bergman, la première fois que j'ai visité en 2010. Et Xavier, quelques années auparavant, m'avait permis de publier ma thèse sur Gustave Courbet, dont je vais reparler. Et il lit ma thèse et me dit tu sais, on est en train de préparer la grande rétrospective de Sophie Ristel-Hubert au Jeu de Paume, et on s'est dit ce serait peut-être pas inintéressant que un historien de l'art plus jeune, pas tellement identifié, pas très connu, ait quelque chose à dire sur elle, et ce, à côté en plus de noms importants, en particulier celui de Bruno Latour. Moi, je suis un peu désemparé, un peu désarmé, et évidemment, en même temps, extrêmement honoré, parce que l'œuvre de Sophie, c'est vraiment une évidence de l'énoncer, c'est une œuvre exceptionnellement tenue. C'est une œuvre d'une rigueur, d'une maîtrise, sans aucun moment faible. Et donc, bon, je me dis quand même, est-ce que vraiment j'ai les armes pour parler d'elle? Et j'en parle avec Xavier, ensuite évidemment j'en parlerai avec Sophie elle-même. Et ce que l'on se dit, c'est que l'idée ne serait pas de parler, ce ne serait pas que je parle de Sophie, mais que je parle de celles et ceux qui ont parlé de Sophie. Pourquoi cela? Parce que, en fait, j'avais fait ma thèse sur la réception, essentiellement sociale et politique, de Gustave Courbet. Donc, ma spécialité à l'époque, c'était vraiment, si vous voulez, on pourrait dire l'histoire du goût, la manière dont les œuvres infusent dans le public ou parmi la critique, et la manière dont elles sont interprétées. Ce que je savais un peu faire, c'était d'interpréter l'interprétation, de lire une lecture. Ce qui est une espèce d'esthétique au carré, si vous voulez. L'esthétique, c'est la réception des œuvres. Je faisais une esthétique de l'esthétique. Et donc, Xavier me dit ça pourrait vraiment être très intéressant, d'autant que Sophie est quelqu'un qui conserve vraiment bien ses archives, et donc on aura un corpus de textes sur elle qui devrait être à peu près exhaustif. Je me dis, bon, bah, formidable, allons-y, essayons. Et puis là, je rencontre Sophie. Je crois que la première fois que je la rencontre, c'est un 1er avril. Et je ne sais pas si elle se rappelle. Et je lui fais une espèce de blague de 1er avril. Et elle est très déstabilisée parce qu'elle se dit, mais qui est cet abruti? La blague, en plus, c'était pas très drôle. Je crois que j'avais fait semblant d'avoir un pied cassé, complètement débile. Je dis non, 1er avril. Bon. Et donc elle est un peu décontenancée, et on commence à discuter, et tout de suite elle me dit, pour moi c'est très bien que ce ne soit pas à nouveau un texte sur moi, mais plutôt un texte qui essaye de balayer le spectre de ce qui a pu être dit, avec l'idée suivante, c'est que ce qui est laudatif, ce qui constitue une louange à son endroit, n'est pas forcément ce qui est juste ou ce qui est le plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais très souvent, quand on parle en mal d'une œuvre d'art, il en ressort, parce qu'il y a besoin d'arguments forts, il en ressort des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes. Je vous donne un exemple très connu. Quand vous regardez la façon dont le procureur Pinard a parlé de Flaubert ou de Baudelaire en 1857, il fait une vraie leçon de littérature. Il se trompe dans ce qu'il en déduit, mais il fait une vraie leçon de littérature parce qu'il est obligé d'articuler son propos. Donc l'idée avec Sophie, c'était de prendre la grande masse de textes. Il y avait déjà beaucoup de masse critique. Il y en a encore plus aujourd'hui. Il y en avait déjà beaucoup. Et de voir ce qu'étaient, en somme, un peu les lieux communs, les inexactitudes, les débats autour de son œuvre. Et c'est devenu assez vite, je dois dire, tout à fait passionnant. D'ailleurs, parmi les critiques qu'il y avait sur Sophie,
Il y en avait beaucoup de Michel Guérin qui est dans la salle ce soir. Et donc, il y avait aussi cette chose comment dire, très subtile, par moments même assez sensible, qui consiste à voir ce que peut valoir un texte de quelqu'un dont on est proche, etc., etc. On était vraiment rentré dans cette je dirais, dans toutes ces zones, dans tous ces territoires-là, à cet instant. Et ce qui est assez drôle, c'est que, un peu comme ce que je voyais au sujet de Gustave Courbet, ce qui ressortait de l'œuvre de Sophie, c'était bien souvent le caractère indécidable. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde une œuvre de Sophie Ristel-Hubert? Donc ce que je vous propose, là, au fil des quelques images que je vais vous montrer, ça va vous sembler peut-être un peu paradoxal, mais ce n'est pas tant de refaire une conférence qui présenterait Sophie, il y en a déjà eu ici, il y en a déjà eu beaucoup, et en plus, il y a eu énormément de textes sur elle, mais c'est plutôt, à travers à la fois mon expérience personnelle et puis quelques analogies, d'essayer de trouver des échos historiques qui peut-être, je dis bien peut-être, nous permettront de commencer à élaborer une généalogie de l'œuvre de Sophie Ristel-Hubert par rapport à l'histoire de l'art. Je ne dis pas qu'on va y arriver ce soir ou que tu seras d'accord avec tout, Sophie, mais c'est un peu le défi que j'avais envie de proposer. Alors en effet, vous voyez par exemple ici, chez Gustave Courbet, ce paysage de neige qui est tellement étonnant et qui est un paysage dans lequel, en fait, la matière est quasiment émulée. Hein. Il y a un effet de rugosité, d'empattement quasiment plâtreux. Eh bien, ça c'est tout à fait typique de l'œuvre d'un artiste dont, au fond, les sujets en tant que tels, les paysages, les natures mortes, les visages eux-mêmes, finissent par disparaître sous un voile indécidable qui est celui de la matière en tant que telle. Et d'ailleurs, chez Gustave Courbet, on va trouver de nombreuses critiques qui vont s'amuser de ces effets de matière. Alors, je montre par exemple ici une vague de Gustave Courbet qui est un petit format qu'on trouve donc à la Galerie nationale d'Écosse, à Édimbourg. Et si vous plongez au cœur de cette matière, vous avez l'impression que ce qui devrait être une illusion de fluidité, une illusion de ce qui est liquide, eh bien, finit par avoir un aspect solide, un aspect concret. Ce fameux caractère plâtreux que j'évoquais à l'instant. C'est extrêmement frappant hein, dans toutes les zones, à la fois celle de ce qui est aqueux, mais aussi la zone céleste. Et regardez un peu une caricature de l'époque qui s'amuse donc de cette vague. C'est une caricature de Stock qui est très intéressante, qui est un petit peu méchante, mais qui en même temps dit quelque chose, je crois, de tout à fait juste au sujet de Courbet. C'est donc la vague par Courbet, et donc on voit une main qui tient un couteau sur laquelle il y a quelque chose qui est à la frontière entre une vague et un morceau de crème, de plâtre. Et la légende dit « Permettez-moi de vous offrir une tranche de peinture légère. Hein ». Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose un peu d'indigeste là-dessus, dans cette caricature de Stock, cette ironie sur l'aspect indigeste de la peinture de Courbet. Alors, en effet, quand je commence à m'intéresser à l'œuvre de Sophie, je suis en train de publier justement ma thèse sur Courbet, et je le fais avec Xavier Douroux aux Presses du Réel. Et donc, il y a cet aller-retour permanent dans ma tête entre ce que je crois voir comme quelque chose de très important chez Courbet, son caractère indécidable, le fait que ces sujets ne sont jamais des sujets univoques, mais qui sont toujours habités par l'ambiguïté, et le fait que c'est ce que lui reproche la critique en son temps, et l'œuvre de Sophie, qui, là encore une fois, travaille sur les ambivalences, et en particulier les ambivalences d'échelle. C'est très intéressant chez Courbet, parce que ce qui est lui reproché au XIXe siècle, par les critiques d'art de l'époque,
ce sera exactement ce qui constituera plus tard l'outillage théorique de ceux qui le présenteront comme un parangon de modernité du XIXe siècle, par exemple des historiens de l'art comme Tim Clark ou comme Michael Fried. Et donc, ça vous montre une chose, hein, c'est qu'à un moment donné, eh bien, dire du mal, ou douter, ou essayer de passer au crible ou au filtre de l'acide, c'est offrir, paradoxalement, des armes pour ceux qui défendront une œuvre et sa place dans l'histoire. C'est bien connu, les autres exemples iconiques, ça va être l'impressionnisme avec Louis Leroy ou le cubisme avec Louis Vaucel, hein, où ce sont d'abord des attaques qui ensuite sont récupérées et érigées en bannière. Alors, à cette époque de ma vie, donc au moment où Sophie entre par effraction, grâce à Xavier Dourou, dans le cadre de mes recherches, je travaille de manière plus générale sur le Second Empire, sur les années 1850-1860, et comme vous le savez certainement, il y a des spécialistes de photographie ici, c'est un moment décisif dans l'histoire de la photographie, parce que il y a de nombreux débats autour du statut de la photographie, en particulier un très simple, est-ce une technique, est-ce un art? Vous avez ça en particulier à la fin des années 1850, à la faveur d'expositions universelles qui posent en fait ce problème. Il y a des textes de Baudelaire très connus sur la question. Mais les années 1850, ce sont aussi des années de guerre, et en particulier, c'est le moment de la guerre de Crimée. Et les premières photographies de guerre, eh bien, après, il y a des débats entre historiens, mais disons, les premières photographies de guerre parfaitement identifiées comme une série cohérente, c'est celles de Roger Fenton, qui sont nombreuses, et l'une d'elles est une photographie qui, quand je la découvre, me fascine immédiatement. Hein, il s'agit donc de boulets qui sont perdus au milieu d'une vallée, accumulés comme ça. Alors pour ceux qui ne voient pas forcément complètement au fond, hein, vous en avez ici comme des espèces au fond de résidus comme ça, qui sont tout au long de ce chemin de terre. Et il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, ma chère Sophie, mais que c'est une photo qui évidemment t'a aussi particulièrement intéressée. Et alors là c'est assez amusant, puisque il me semble commencer à comprendre un peu que l'œuvre de Sophie Ristel-Hubert entre en résonance directe, avec ce que sont les tout débuts, les embryons de la réflexion sur la photographie. En fait, regarder l'œuvre de Sophie Ristel-Hubert, ça permet de revenir sur le plan historique à ces moments pionniers et tout à fait fascinants, et en particulier une question toute simple, mais abyssale: qu'est-ce que c'est que de faire une prise d'image sur un théâtre d'opération? Qu'est-ce que c'est que de capter la guerre? Bon. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas la réponse, mais il est évident que quand Sophie Ristel-Hubert propose sa série Faits, dont vous avez ici une vue d'exposition, mais il y en a eu beaucoup d'autres, ici c'est une vue de 1993, on retrouve complètement ces éléments. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent déjà ce qu'est cette série, mais je voudrais vous raconter juste une ou deux histoires qui me semblent très révélatrices des circonstances dans lesquelles elle a pu être produite. D'abord, il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand Sophie Ristel-Hubert va partir donc au Koweït, elle est motivée elle-même par une image qu'elle a vue dans un magazine américain. Et où en fait, quand elle arrive sur ce territoire meurtri par le conflit, elle a déjà des images en tête. En fait, elle a des intuitions qu'elle va aller ressaisir une fois qu'elle est sur place. Et une fois qu'elle est sur place, il faut quand même un courage tout à fait extraordinaire. C'est d'ailleurs, je le dis très rapidement, je ne reviendrai pas dessus, mais je voudrais vraiment qu'on en ait conscience. Sophie Ristel-Hubert est une artiste courageuse physiquement.
C'est d'ailleurs un lien aussi qu'on pourrait faire avec Gustave Courbet. Je me garderais bien de faire des liens entre ton aspect physique et celui de Gustave Courbet. Je pourrais le faire éventuellement pour François Hertz, mais pour toi, il n'en est pas question. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce courage. Oui, c'était une petite balle perdue, François. Il y a en effet ce vrai courage, et en particulier quand elle va au Koweït. Il faut que vous imaginiez d'abord qu'il n'y a là-bas que des journalistes, donc il faut être courageux pour être dans un endroit où il n'y a que des journalistes. Il n'y a évidemment que des hommes. C'est très compliqué parce qu'on a affaire à l'armée. Et puis, donc il faut se débrouiller. Et puis, c'est des conditions dans lesquelles vous n'avez pas les téléphones portables, Internet, enfin, tout ça est extrêmement empirique. Il faut manœuvrer, il faut être intuitif. Et à un moment donné, Sophie, à la faveur de concours de circonstances que je ne vais pas vous raconter en détail, parvient à obtenir la possibilité d'entrer dans un petit avion, un Pilatus, si mes souvenirs sont bons, hein, avec, grâce à un officier qui s'appelle Léman, c'est bien ça? Le Mans. Le colonel Le Mans. Donc elle a accès à cet avion, et là, en fait, elle va pouvoir faire des tours au-dessus du sol marqué par la guerre, et prendre des photographies, et entendez bien ça, sans avoir le retour immédiat de ce qu'elle vient de capter. Ça, je crois que c'est quand même très important, puisque aujourd'hui, on a, je ne dis pas qu'on a tous oublié, mais aujourd'hui, on a l'habitude, avec évidemment un appareil sur le téléphone portable, ça va de soi, mais n'importe quel appareil photo, d'avoir un retour immédiat de ce qu'on a pris, et donc éventuellement d'ajuster sa prise de vue pour les fois d'après. Mais Sophie n'a pas ça, et elle est en avion. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas énormément de clichés sur les pellicules. En fait, très vite, elle arrive à avoir la confirmation de ces images intuitives, et ensuite elle tranchera pour vraiment en garder que quelques-unes, et qui sont toutes, je dirais, d'une puissance, d'une éloquence absolument parfaite. Alors, vous le savez aussi certainement, là je vous ai parlé de Fenton, je le redis quand même, l'autre source d'inspiration dans cette série, c'est cette œuvre où vous n'avez que une poussière qui est photographiée, cette poussière qui s'était accumulée, je ne sais plus sur quoi, sur le frigidaire de Duchamp, et donc cette photographie de Man Ray, et donc cet élevage de poussière, on ne sait pas si on est sur la Lune ou en effet sur un frigidaire. Donc ces ruptures d'échelle qui ont pardon. C'est sur le grand verre. Grand verre, oui. Le grand verre, pas le frigidaire, le grand verre. Non, oui. Oui, mais c'était la préparation du grand verre, mais c'était sur le paquet de poussière, et c'était sur le frigidaire. C'est pas le grand verre lui-même qui était couvert de poussière? Non. Ça n'a rien à voir, ce sont deux œuvres différentes. Je vous laisserai en débattre tout à l'heure. Je peux continuer? Et donc voilà, avec ces variations, ces ruptures d'échelle. Une chose qui va vous amuser, alors ça c'est quelque chose d'un peu moins connu chez Sophie, et je vais vous raconter l'histoire. Quand elle est enfant, dans sa maison de campagne, il y a des gravures. Il y a notamment des gravures de guerre qui sont aux limites de l'abstraction et qui lui font peur. Et par ailleurs, il se trouve que Sophie a été, comme beaucoup d'entre nous, très marquée par la lecture du début de la Chartreuse de Parme, au moment où Fabrice Del Dongo découvre ce que c'est que les combats sans savoir où il est, hein, donc à hauteur d'homme, dans le chaos et la fumée, et où il est à Waterloo. Et on parle de ça avec Sophie, elle me dit, bon, ben voilà, ça ce sont deux sources qui sont importantes pour moi, en tout cas deux souvenirs qui sont marquants, et je lui dis, mais est-ce que tu te rappelles la raison pour laquelle Fabrice Del Dongo rêve de la guerre? Et elle ne se rappelait pas, mais c'est chez lui, je ne sais pas si tu te souviens de ce dont on avait parlé, c'est chez lui en fait, le fait de précisément voir des gravures de guerre napoléoniennes et de rêver, donc du coup, de participer à ces combats.
Donc je trouve là encore une fois cette espèce de concours de circonstances assez génial, assez révélateur. J'avance un petit peu quand même parce que il y a plein de choses que j'aimerais vous raconter. Dans ces années 1850, donc je reviens dans mes débuts de la photographie et ce contexte du Second Empire en France. Dans ces années 1850, il y a une initiative qui a été une initiative absolument capitale qui s'appelle la mission héliographique. Alors qu'est-ce que c'était que cette mission? Cette mission, en fait, elle avait consisté à donner mandat à 5 photographes de l'époque pour immortaliser ce qu'il y a de plus beau dans le patrimoine français. En 2 mots, la pensée patrimoniale, on va dire que historiquement, elle remonte en Italie au XVe siècle, hein, et que vous allez avoir une accélération en Europe de cette prise de conscience à partir de la Révolution française. Pourquoi? Pour des raisons évidentes, c'est le choc, le traumatique devant les actes de vandalisme. C'est ce qui explique que vous ayez notamment la création de ces métiers de conservateurs, le musée qui se structure petit à petit tel qu'il est aujourd'hui, avec des gens comme Prosper Mérimée, Vivant Denon, etc. etc. Donc une pensée de la conservation. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est-à-dire que penser que l'on doit conserver est en fait une réflexion assez récente, une réflexion assez moderne. Et donc, au moment de l'invention de la photographie, donc 1839, très vite, on se dit, mais on a intérêt à la fois au titre de la connaissance du territoire national, mais aussi pour exalter celui-ci, de faire des photographies de toutes les richesses qui se trouvent en France. Et donc, les photographes vont se livrer à cette mission héliographique, et parmi eux, alors il y a Mestral, alors je ne vais pas tous les citer, mais parmi eux, il y a notamment Gustave Le Gray. Et Gustave Le Gray, je vous montre ici un monument, et je voudrais vous en montrer un deuxième bien connu, qui est celui, qui est le Louvre, évidemment. Vous voyez le pavillon Molien. Et alors, pardonnez-moi, je fais un tout petit pas de côté. C'est simplement pour le purement gratuit, un peu de plaisir. En revoyant cette photographie de Gustave Le Gray, immanquablement, j'en ai pensé à une autre qui est ma photographie préférée du 19e siècle. Alors, pardon, je suis désolé. Voilà, tu es en concurrence, tu es mon artiste préféré du 21e, mais en termes de photographie, tu es en concurrence avec une photo que j'adore du 19e siècle. C'est une photographie du frère de Gustave Caillebotte, Martial Caillebotte. Attendez, d'abord on va se faire un petit plaisir de plongeon dans le pavillon Molien. C'est vrai que c'est quand même fabuleux. La qualité évidemment des photographies de l'époque se grain d'une précision absolument exceptionnelle. Et non, voilà, ma photographie préférée du 19e siècle, c'est une photographie de Martial Caillebotte qui figure Gustave Caillebotte avec son chien sur les pavés devant le Louvre. Et c'est assez amusant, c'était trop tentant, vous me pardonnerez, c'est assez amusant de rapprocher la célèbre photographie de Gustave Le Gray avec celle de Caillebotte. Alors, si je vous montre ça, et je vais revenir sur Caillebotte, pardonnez-moi, sur Le Gray, pardonnez-moi, c'est aussi parce que dans ces photographies urbaines des années 1850, dans ces photographies de la mission héliographique, il y a une caractéristique qui est due à des contraintes techniques, c'est que ce sont des paysages qui sont toujours dépourvus de présence humaine. Et ça, bien évidemment, c'est l'une des clés, mais c'est une clé sensible, pas toujours complètement évidente, dans l'œuvre de Sophie Ristel-Hubert. C'est sensible parce qu'on en a souvent parlé avec Sophie, et que de temps en temps, il faut dire ce qu'il y a, non pas de la friction entre nous, pas exagérer, mais Sophie a le sentiment d'un malentendu. Ce qu'elle dit, en fait, je parle toujours de l'être humain, mais j'en parle mieux quand il n'est pas là. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe clé, hein, pour comprendre ton œuvre, Sophie. Je parle toujours de l'être humain, mais j'en parle mieux quand il n'est pas là. Mais de ce fait, c'est vrai que c'est un registre visuel
dans lequel, alors à certaines exceptions, bien sûr, il y a toute la série sur les corps, encore que même cette série sur les corps finit par créer la sensation de marques abstraites hein, sur des peaux, mais ce sont des œuvres qui sont dépourvues de cette présence. À partir de 2013, j'ai commencé à travailler sur ce sujet en extrayant une phrase de Baudelaire qui précisément est de 1859, hein, on est toujours dans les mêmes zones chronologiques, où Baudelaire s'en prend violemment aux artistes réalistes de son temps. Il ne cite pas Gustave Courbet, enfin dans sa tête, en première ligne c'est lui. S'il ne le cite pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est parce qu'en 1859, au salon de peinture, Courbet n'expose pas. Donc à proprement parler, il va parler des réalistes de manière générique, il va parler de quelques paysagistes de l'époque, comme Théodore Rousseau, Jules Dupré. Courbet lui-même n'est pas cité, mais Courbet apparaît évidemment comme une sorte d'ennemi numéro un, alors que le poète et l'artiste étaient d'ailleurs, dans un premier temps, très amis, hein, et que petit à petit, leur relation s'est un peu distendue. Et dans ce salon de 1859, par ailleurs, c'est là où Baudelaire s'en prend très vivement à la place croissante qu'occupe la photographie dans la société, parce qu'il a le sentiment que la photographie est en fait une technique, une sorte de miracle ou de magie technique, qui est érigée abusivement au rang d'œuvre d'art. Et cette confusion lui fait peur. Pourquoi est-ce qu'elle lui fait peur? Parce que Baudelaire dit en somme, si nous nous en remettons trop à la photographie, nous risquons de tuer en nous-mêmes la reine de nos facultés. Quelle est la reine des facultés selon Baudelaire? C'est l'imagination. Donc je ne dis pas qu'il a raison ou tort, hein, ce n'est pas du tout le problème, je dis historiquement, qu'est-ce qui se passe en 1859? Donc Baudelaire pose le problème ainsi, la photographie se substituant à la main du peintre et à l'esprit poétique du créateur, nous risquons d'avoir simplement, en termes de représentation, une décalque immédiate et permanente du réel. Et par conséquent, eh bien, aux yeux de Baudelaire, cela viendrait saper petit à petit notre capacité à nous élever nous-mêmes en tant qu'êtres humains par une surnaturalité qui serait l'imagination. Et alors c'est très amusant parce que Baudelaire, dans ce salon de 1859, va faire un jeu d'opposition avec ce qu'il croit être le chemin à suivre, c'est-à-dire le chemin du rêve. Et quand on parle avec Sophie, on s'aperçoit que, certes, c'est une aventurière, mais c'est aussi une grande rêveuse. C'est même, selon sa propre expression, n'est pas la mienne, je crois que c'est plus exactement celle de sa mère d'ailleurs, une grande horizontale. Une grande horizontale pour parler de quelqu'un de couché. Alors je ne vous ai pas apporté des œuvres de Sophie qui évoquent les lits, il y en a beaucoup et qui sont d'ailleurs tout à fait bouleversantes, mais vous pouvez en voir dans l'exposition. Elle a eu un moment absolument insensé. On est en août 1990. Tu permets que je raconte, Sophie? Tu sais ce que je vais raconter? On est en août 1990 et on lui confie un atelier. Et cet atelier, elle se dit, bon, je vais y aller et je vais travailler comme une damnée. Et à chaque fois c'est un atelier qui est dans le 20e arrondissement, si mes souvenirs sont bons, qui est rue des Orteaux. Donc elle se rend dans cet atelier, et à chaque fois qu'elle y va, elle s'écroule de fatigue. Et donc, elle dort à même le sol. Et au lieu de travailler, elle va dans cet atelier, elle dort à même le sol. Et au bout d'un moment, elle dit, c'est pas possible, il faut quand même que j'apporte un matelas. Et donc elle prend un lit de camp, et elle va dans cet atelier pour dormir. Et alors, tenez-vous bien, dans cet atelier, il y a, je ne sais plus, c'est une fenêtre, elle pourra dire une lucarne, et du coup, il y a des enfants qui viennent et qui la regardent. Et donc, elle va obstruer la chose pour tout simplement se reposer.
Et je trouve ça très 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 intéressant. Parce que d'abord, ça vient un peu détonner avec ce qu'on peut s'imaginer de la manière d'être de Sophie, et surtout parce que ce que ça raconte, c'est que chez elle, le travail d'imagination, de rêve, de temps long, de méditation est extrêmement important. Et d'ailleurs, parmi les références de Sophie Ristel-Hubert, il y a Marcel Proust. C'est-à-dire un des écrivains les plus connus pour avoir, peut-être le plus connu, pour avoir écrit couché, allongé. Alors pour des raisons évidemment qui étaient plutôt dues à la maladie, mais vous le savez sans doute, à la fin de la rédaction de la recherche du temps perdu, en fait, il est en permanence au lit, avec toutes ces paperoles qui traînent partout, il essaye de recombiner les choses, et c'est essentiellement Céleste, hein, qui va, donc sa gouvernante, qui va travailler avec lui, pour lui, pendant que lui reste alité. Il avait d'ailleurs une phrase incroyable, Proust, je vous l'ai dit au passage, il dit à un moment donné à Céleste, puisque les médecins le disent condamné, que bon, bah, ça va aller très vite, il dit cette phrase merveilleuse, « Céleste, si je passe encore cette nuit, je prouverai aux médecins que je suis plus fort qu'eux. » J'adore cette phrase qui, en fait, bon, voilà, une nuit de plus, et c'est un peu l'éternité gagnée sur la fatalité médicale. Il a fini par mourir quand même. Donc, je vous disais, oui, il y a chez Sophie cette part de méditation, cette part de temps long, de réflexion. Mais c'est vrai, son univers est un univers aussi dépourvu de présence humaine. Et en fait, je me suis souvent dit à son sujet que, en dehors de cette, comment dirais-je, du fait que la présence humaine est chassée parce que c'est la guerre, je me suis toujours dit qu'il y avait quand même quelque chose d'autre. Je crois que Sophie est quelqu'un qui est très très sensible aussi à la géologie, tout simplement. Je ne sais pas si elle me confirmera ou m'affirmera, j'ose pas regarder parce que je me dis si jamais elle me dit mais non, mais pas du tout, je vais être un peu désarçonné. Mais vous voyez, je pense par exemple à cette installation époustouflante qu'il y avait eu à la Maison Rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'avait fait Sophie, mais c'était précisément une combinaison entre une œuvre pour rêver et une œuvre très matérielle, très directe de nature géologique. C'était une œuvre qui s'appelait Le Chardon, hein, et où en fait vous vous allongiez sur un lit et il y avait un film qui montrait une falaise d'une montagne du Vercors, très noire, et par-dessus, la voix de Michel Piccoli, qui disait ce très très beau texte de Tolstoï, au début d'un roman dont j'ai oublié le nom, et qui s'appelle Le Chardon, et qui, en somme, explique toute la résistance qu'il peut y avoir dans une plante face à l'énergie que met un être humain dans l'agriculture, en l'occurrence, parce qu'il tombe sur un chardon qui, certes, est un peu comme ça, brinque-ballant, mais qui a résisté à l'action humaine. Et donc je me suis dit, mais en fait, ces visions où l'être humain est écarté, ces visions, pardonnez-moi, c'est un néologisme, mais que j'aime bien, donc c'est une sorte de mot valise, ces visions anthropophages, allez, je vous promets, c'est la seule fois où je serai cuistre dans la soirée, anthropophages, qui fuient l'être humain. Donc ces visions anthropophages, au fond, je leur trouve des antécédents, par exemple, chez Cézanne. Vous le savez peut-être, mais Cézanne était passionné de géologie. Il était ami, d'ailleurs, avec des géologues, sachant que la géologie, au XIXe siècle, c'est une science qui révolutionne tout. Vous avez deux sciences qui révolutionnent, enfin, j'exagère, mais vous avez deux choses qui sont des révolutions dans les consciences humaines au XIXe, et qui sont d'ailleurs très liées l'une à l'autre, c'est la biologie, avec les leçons à tirer de l'évolution. Donc l'être humain n'est pas tout à fait un être humain, hein, il vient du singe. Et la deuxième chose, c'est la géologie, parce que la géologie permet de dater les origines du monde. Et vous le savez peut-être, quand on est au XVIIIe siècle, on imagine que le monde, on ne se pose pas beaucoup la question, en gros le monde aurait 6-10 000 ans. Bon,
Après, vous avez les travaux de Cuvier à partir des années 1790, et puis au 19e siècle, les travaux de Charles Lyell, le grand géologue anglais. Et là, on ne parle plus du tout de 6-10 000 ans ou de 90 000 ans, comme commence à dire Cuvier avec beaucoup de prudence, qui se dit oh là 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 là, ça va chauffer si on commence à avancer des théories pareilles. Non, on commence à estimer que ce sont des centaines de millions d'années. Ce qui veut dire, la déduction est évidente, entre les conclusions qu'on peut tirer des théories de Darwin et celles de la géologie, ce qui veut dire que la présence humaine sur le sol terrestre est en fait une petite fraction de rien du tout. Et donc c'est un trauma absolument énorme, une sorte de vexation, si vous voulez, comme dirait Freud, une sorte de vexation pour l'humanité. Et chez Cézanne, j'ai toujours pensé que c'était très présent. Vous savez, Cézanne n'aimait pas tellement peindre des modèles. C'était d'ailleurs une tannée pour les modèles qui posait pour lui, ça durait des heures et des heures. Et Cézanne a par ailleurs fait en effet quelques tableaux de baigneurs, de baigneuses, mais avec toujours cet entrelacement des corps et du décor. Et ce qui caractérise son œuvre, c'est de parvenir à peindre des sites, et en particulier un site géologique extraordinaire, qui est la montagne Sainte-Victoire, en le montrant sans aucune zone faible. Alors, je m'explique. Cézanne, sur le plan pictural, va fractionner sa touche, mais la fraction de la touche va coïncider avec une fraction du volume, ce qui différencie un petit peu de l'impressionnisme classique. Et de ce fait, à quelques exceptions, mais qui sont quasiment nulles, de ce fait, il n'y a pas d'ombre portée dans les œuvres de Cézanne. Tout est couleur. D'accord ? Donc, l'illusion de relief n'existe plus. Ce qu'est le modelé n'existe plus. Alors, Cézanne met du temps avant d'élaborer cette méthode. Mais il finit par parvenir à cette extraordinaire intensité visuelle qui fait que tout le tableau fait sens. Il n'y a pas des zones faibles qui viendraient valoriser des zones fortes. C'est ce qui explique que de temps en temps, dans les théories, les critiques qui entourent Cézanne, on dit qu'il n'y a pas de centre et de périphérie. Bien évidemment, en tant que tel, il y a un centre au tableau. Mais cette absence du modelé, de l'ombre portée, le relief obtenu simplement par la couleur, eh bien, permet d'avoir cette intensité maximale. Et ce, au service de quoi? Au service, je crois vraiment, de ce qu'est le monde en tant que tel, sans besoin de la présence de l'être humain. Petite chose d'ailleurs à ce sujet qui m'a toujours frappé, vous savez, quand vous regardez les natures mortes de Cézanne, très souvent il les met en scène pour donner le sentiment qu'elles vont déborder du cadre. Vous avez l'impression que les nappes, les fruits, les peaux sont en train de basculer vers l'avant. De sorte que les œuvres ne sont pas des plongées dans une perspective, elles semblent plutôt être un jaillissement hors du tableau. Et c'est très amusant parce que quand on lit Cézanne, dans vous savez, les nombreux entretiens qu'il a pu faire, les propos rapportés, on l'entend très souvent dire que quand il regardait les choses, il avait le sentiment qu'elles venaient agresser son regard. Et il le dit bien souvent, il avait les yeux, c'était une métaphore, mais il disait « j'ai les yeux qui saignent à force de regarder ». Il venait agresser son regard. Et comme si les éléments du monde venaient lui sauter à la figure au sens strict. Et dans sa peinture, je trouve qu'il y a exactement cette force-là. Et au fond, je me suis dit, mais voilà, dans ce rapport au monde, il y a quelque chose entre Cézanne et Sophie Elisabeth qui conviendrait peut-être d'aller un petit peu creuser. Même si, bien sûr, ce à quoi on va penser très volontiers, mais je ne veux pas non plus trop en faire là-dessus parce que c'est quasiment trop évident, c'est plutôt la peinture de ruines. Alors on peut penser, par exemple, ce chef-d'œuvre incroyable de Hubert Robert, avec cette galerie du Louvre qu'il imagine complètement détruite, et avec, c'est ça qui est très amusant, au milieu quand même un artiste pour venir représenter ce qu'est la majesté
de la ruine, tableau absolument époustouflant, avec en plus, alors là pour le coup, complètement, on est bien avant Cézanne, on est un siècle avant, hein, mais avec pour le coup là ces lignes de fuite qui nous emmènent vraiment dans la profondeur, hein, ce n'est pas des œuvres du jaillissement, mais plutôt de la perspective. Et naturellement, c'est impossible de ne pas faire l'analogie avec toute la série exceptionnelle sur Beyrouth de Sophie, et en particulier hein, de ces murs qui tiennent debout on ne sait comment, et des œuvres... Alors, excusez-moi, je suis désolé, ouais, pas de chance. Je voulais vous montrer une autre œuvre de mur de Sophie, je ne sais pas, je suis navré, elle n'est pas là. Je sais pas pourquoi. L'original après. Oui, on pourra montrer l'original après. C'est une œuvre tout à fait incroyable. Vous avez comme ça un mur et puis un énorme trou dedans. Et de façon assez dérisoire, on a mis un matelas, donc un matelas qui est à la verticale, pour boucher ce trou. Alors, évidemment, on pourrait s'amuser en plus à faire l'analogie, le lit chez Sophie, le matelas, etc. Mais je crois que ce n'est pas vraiment l'essentiel là. C'est ce pansement complètement, voilà, cette espèce de guérison absurde et évidemment totalement inefficace d'un mur avec un élément humain, un simple matelas. Mais c'est pas mal en même temps d'avoir juste cette évocation comme ça. Toujours dans le registre hein, de ces visions anthropofuges, vous voyez les paysagistes dont Baudelaire se méfiait, ce sont des paysagistes comme Théodore Rousseau ou comme Narcisias de la Peña, des artistes vraiment magnifiques, mais qui se mettent en effet à peindre la nature telle qu'en elle-même et en écartant donc la présence humaine. Et bien évidemment, dans leur réflexion, ces représentations de la nature permettent une promotion d'un autre règne par rapport au règne humain, et en particulier le règne végétal. C'est pour ça qu'il y a un lieu commun qui consiste à dire que ce sont les premiers écologistes. En réalité, le mot écologie ne date que de 1866, donc c'est un peu, on va dire, un anachronisme. Mais c'est vrai qu'il y a une conscience, on va dire une conscience de l'environnement chez ces artistes, en particulier chez Théodore Rousseau. Et ce qui est, à mon avis, très important de souligner, c'est que ce n'est pas simplement un acte gratuit de mise à l'écart de l'humanité, c'est bel et bien pour donner une visibilité à d'autres aspects du monde, à commencer donc par les plantes, les arbres, tout le domaine végétal. Et évidemment, alors ça, c'est une de mes œuvres préférées de Sophie, c'est une œuvre absolument insensée, de ces arbres qui se replient sur eux-mêmes, et qui sont en fait... Alors pourquoi ça me parle énormément? Parce que la figure repliée sur elle-même, hein, comme un cygne, comme le penseur de Rodin, c'est la posture, j'allais dire presque symptomatique, c'est la posture symptomatique de la mélancolie. Hein, c'est ça la mélancolie, c'est le repli sur soi. Et autant je crois que parfois on peut avoir une sensation mélancolique en regardant la nature, mais en revanche, je connais très peu d'œuvres qui montrent la nature comme étant elle-même mélancolique. Et celle-ci en fait partie. Et ça, je dois dire que voilà, c'est chez moi une très grande émotion, ces arbres repliés sur eux-mêmes, derrière ces barrières. Je crois vraiment dans notre époque et avec les enjeux contemporains qui sont les nôtres, vraiment une œuvre iconique, vraiment très importante. Je reviens aux années du mi-temps du 19e siècle, donc promotion de la sphère végétale, les arbres, les plantes, et puis bien sûr, pour ceux qui ont écouté Jean-Christophe Bailly et Vincent Després, vous avez dû les entendre en parler, c'est aussi ce moment où il y a la prise de conscience de la condition animale, qui est donc une prise de conscience très récente. La naissance, par exemple, de la SPA, c'est les années 1840. Et parmi ces artistes, il est impossible
de ne pas citer Rosa Bonheur. Je voulais d'ailleurs dire une petite chose à ce sujet. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à Rosa Bonheur au moment où je m'intéressais au Second Empire et à Gustave Courbet. Et je peux vous assurer que quand je parlais de Rosa Bonheur, il y a même encore, 12-13 ans, mais j'avais droit à un dédain et un mépris stupéfiant. Et je ne crois pas, alors sans doute, elle pâtissait de son image d'artiste femme, mais ce n'était pas tant ça. C'est que le fait qu'elle soit une artiste animalière agaçait. Et très très vite, on opposait à cette iconographie le procès en niaiserie. C'était en fait une espèce de folklore rural, un peu dérisoire. Alors en plus, c'est vrai qu'il a pu arriver à Rosa Bonheur de faire des œuvres tellement mignonnes que pour ceux qui ne sont pas sensibles aux chiens, c'est très agaçant. Quand vous la voyez, mais la merveille qu'est ce petit briseau de la Wallace Collection, qui est quand même un petit chou à la crème. Et ça, c'est vrai que, bon, voilà, on lui reproche très souvent cette inclination très vive, cette empathie très forte pour le monde animal. Elle n'est pas seule, à l'époque, un artiste comme Constant Troyon est également dans cette veine, mais elle en est, je dirais, l'artiste iconique et sans doute la plus sincèrement engagée. Parce que Troyon lui-même l'avouait, il disait, mais en fait, je peins des animaux parce que ça marche bien, il y a un public pour ça. Chez Rosa Bonheur, ce n'était pas le problème. Le problème était vraiment une défense politique de la condition animale jusqu'à la fin de sa vie. Et du coup, j'aime bien ce tableau d'Édouard Dubuff. Évidemment, on peut lui reprocher un aspect un peu croquignolesque, mais je le trouve quand même tout à fait intéressant, où on voit Rosa Bonheur qui est avec un taureau et dans une position quasiment de sympathie, de complicité et de rapport d'égalité entre les deux. Et donc, je crois que dans l'œuvre de Sophie, aujourd'hui, l'apparition de l'animal, eh bien, c'est un enjeu extrêmement fort que nous sommes enfin prêts à appréhender. Et je ne sais pas si vous avez le souvenir de ça, mais moi, dans les années 1990, quand je parlais de conditions animales, ou quand je disais que pour moi c'était important les animaux, mais sincèrement, on était méprisés, pas du tout compris. Et je pense qu'il y a eu aussi un travail de la génération à laquelle j'appartiens, mais je crois surtout de celle qui vient en ce moment, de la nouvelle génération, sur ces questions-là, qui est formidablement salutaire. Et que là-dessus, on est en train de vivre un très, très beau et très fort basculement. Et je suis extrêmement heureux de voir l'œuvre de Sophie Ristel-Hubert l'accompagner. Alors, au sujet de ces œuvres anthropophages et du désastre, j'ai eu l'occasion, et j'en étais très fier et très heureux, d'exposer Sophie Ristel-Hubert au musée d'art et d'archéologie de Valence, il y a 1 an et demi, et j'avais rapproché ses œuvres, en particulier d'un film que je vous encourage vraiment très vivement à voir, qui est le Crossroads de Bruce Conner. Vous savez, Bruce Conner, c'est cet artiste de la contre-culture américaine qui fait à un moment donné une récupération d'archives des explosions atomiques de 1946 sur l'atoll de Bikini et qui va les monter sur un film de 39 minutes. On avait d'ailleurs montré ça au bal avec Diane qui est là ce soir. Donc un montage de 39 minutes. Et vous avez des séquences à répétition où on voit la déflagration atomique. En fait, dans l'atoll de Bikini, vous aviez eu 2 tests. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais c'est incroyable. C'est qu'il y avait tellement de... les États-Unis voulaient immortaliser ces images par le maximum de prises de vue possible, de sorte qu'on estime que les bandes de pellicules disponibles à l'époque, donc en 1946, à l'échelle du monde, avaient été à ce moment-là à 50%
aux mains de l'armée américaine pour faire tous les films qu'ils ont fait, tous les films d'archivage de ces 2 essais atomiques. Bon. Et donc, Bruce Conner récupère ces archives et les monte en 1976 avec toute une phase silencieuse, et à peu près à la moitié, il y a la musique de Teddy Riley qui surgit et qui est hypnotique et qui est absolument sublime. Et là, évidemment, se pose la question, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Parce que l'esthétisation de la bombe atomique est patente. Le champignon atomique, c'est une des formes les plus étonnantes, les plus bouleversantes qui soient. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, dans les années 50, au moment où les Américains font les tests atomiques, notamment dans le Nevada, on surnomme Las Vegas Atomic City, et vous avez de véritables spectacles qui sont organisés pour voir ces essais au loin depuis une terrasse d'hôtel. Et le champignon atomique devient une sorte d'icône esthétisée de la puissance américaine. Il y a d'ailleurs des journalistes qui, dès l'époque, se disent « mais là, il y a un vrai danger à laisser s'installer cette idée qu'il y aurait de la beauté dans l'explosion atomique. » Et évidemment, si je vous raconte tout ça, c'est parce que Sophie le sait. C'est l'un des problèmes, l'un des débats qu'il y a autour de son œuvre. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde les œuvres de guerre de Sophie Ristel-Hubert? Quelle est la nature de notre ravissement visuel devant elle? Et je vais pas du tout, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, trancher le débat, j'en suis incapable. C'est simplement que, bien évidemment, et notamment dans certains articles sur Beyrouth, cet enjeu a été saillant très très vite. Et non, ce dont il faut simplement convenir, c'est que ce sont des œuvres qui soulèvent cette question. Voilà. Et donc on ne peut pas passer à côté de cette interrogation. Et après, Sophie l'explique généralement extrêmement bien, de manière, je dirais, avec un sens éthique, moral tout à fait remarquable. Mais quand j'ai exposé tout à la fois le film de Bruce Conner et l'œuvre de Sophie Ristel-Hubert à côté, hein, ils étaient vraiment en écho, fatalement, j'ai eu à nouveau ces questions qui se sont posées. Ah mais oui, mais ce sont des artistes qui du coup donnent une image positive de l'explosion et de la guerre. Non, bien sûr que non, ça ne se passe pas exactement comme ça. L'anéantissement, il est aussi, vous voyez, sous une forme quasiment métaphysique dans les œuvres d'Anna Eva Bergman. Je dois dire que là encore, il y a des parentés, des jeux d'écho, des analogies, je trouve, qui sont libres, hein, mais qui sont à mes yeux très, très importantes. Anna Eva Bergman qui a en particulier donc peint des néants dans les années 1960 et qui sont des peintures donc à la feuille de métal, feuille d'or, feuille d'argent, comme des grands all-over qui ne sont pas tout à fait monochromatiques, mais enfin qui s'y apparentent, et avec un pouvoir réfléchissant, hein, un peu comme la saillie de l'œuvre chez Cézanne. Ce sont des œuvres qui en fait sont luminescentes, hein. Ce ne sont pas des œuvres que l'on éclaire, ce sont des œuvres qui vous éclairent. Si je vous montre Anna Eva Bergman, c'est parce que, je vous montre également le néant d'or et le néant d'argent, c'est parce que quand j'ai écrit ma biographie sur elle, j'ai beaucoup pensé à Sophie. Beaucoup. D'une part, par ce trajet de véritable courage, je dirais d'intransigeance. Il n'y a aucun moment, ni dans le trajet d'Anna Eva, ni dans celui de Sophie, où on transige avec les autres, on transige avec soi-même. Ça, c'est très spectaculaire. Et de fait, je crois que chez l'une comme chez l'autre, l'un des maîtres mots, c'est celui de ténacité. D'ailleurs, un mot qui convient très très bien à Cézanne aussi. On est des artistes de la ténacité, qui tiennent leur pas, qui vont jusqu'au bout de leur ambition et de leur exigence. Ça, c'est
C'est, je crois, vraiment tout à fait remarquable. Ces néants, ce sont évidemment aussi des manières de rêver, d'aller au-delà des catastrophes en cours, même si on ne peut pas fermer les yeux dessus. Avec cette œuvre sur laquelle je voudrais conclure, j'ai l'impression qu'on a la métaphore de ce qu'est notre époque en ce moment. Non seulement par les guerres qui sont à nos portes, mais aussi par l'écroulement possible de nos chemins, de nos routes. Et les œuvres de Sophie Ristel-Hubert, en ce sens, sont des œuvres qui, à mon avis, doivent nous accompagner existentiellement. Pas simplement historiquement, politiquement, mais existentiellement. Elles sont en nous comme des images mentales aussi. En somme, ma chère Sophie, j'aurais tendance à dire qu'avec toi, nous vivons en permanence, et je t'en remercie, une immense déflagration. Merci. Alors, est-ce que tu es disposé peut-être à répondre à quelques questions, ou Sophie, je ne sais pas si, là nous sommes nombreux ce soir, si vous souhaitez, voilà, par rapport à Bergman, par rapport à Sophie, par rapport à Rosa Bonheur, poser des questions. On a un micro qu'on peut faire circuler en salle. Toujours la première question qui est la plus difficile. Ça peut être des remarques aussi. Ou des remarques, ou voilà, Sylvie, vous avez vu des œuvres notamment qui sont liées à la guerre de Crimée. Est-ce que vous avez des... sur... enfin, spontanément, mais... Une anecdote supplémentaire sur la guerre de Crimée, liée à la présentation. Est-ce que vous savez pourquoi Martial et Gustave Caillebotte ont pu librement œuvrer à peindre, collectionner, faire de la photographie, de la botanique et faire des bateaux? D'abord parce que Gustave était un type de très haut calibre, enfin, quelqu'un de très intelligent, très doué, mais aussi parce qu'il avait une fortune familiale qui était liée à ce qu'avait fait son père. Son père, en fait, fournissait l'armée française en tissu, en drap, pendant la guerre de Crimée. Voilà. C'était pas très intéressant, je vous l'accorde. Moi, ce que j'aimerais peut-être savoir, c'est ce que Sophie a, enfin je me permets de vous appeler Sophie, ce que Sophie a pensé de ce qu'on vient de dire d'elle. Elle était assise. En général, les enfants détestent qu'on parle d'eux en leur présence, donc je me demandais comment vous avez vécu ça. Voilà, toutes ces références qu'a faites Thomas, c'est trop pour moi, je suis gênée presque. Mais en tout cas, quand il a parlé d'Anna Eva Bergman et qu'il y avait une similitude, et d'abord j'ai adoré le livre que Thomas a écrit, et effectivement on a toutes les deux mal au ventre. Et ce parcours du combattant de Bergman avec ses mots divers et psychosomatiques ou pas, on n'en sait rien, malgré nos différences de génération, c'est vrai que tout d'un coup j'avais rencontré une sœur. Enfin bon, c'est complètement anecdotique. Hein, et sinon, sur cette image par laquelle Thomas a terminé, je voulais juste dire que c'est intéressant parce qu'elle est totalement ambiguë, c'est une image qui est fabriquée. Tout est vrai et tout est faux dans ce travail qui s'appelle l'Evan Blow-up. C'est un travail que j'ai voulu faire sur les cratères qui, au début des années 2000, s'ouvraient tout le temps en Irak, par exemple, plus particulièrement. Et à l'époque, c'était plus possible d'aller faire des photos, enfin d'aller se déplacer comme occidental là-bas, en plus pour une femme. Et donc j'ai été à l'agence Reuters de Londres.
j'ai répertorié 3 ans de cratères qui avaient eu lieu en Irak, qui évidemment n'étaient pas filmés comme j'aurais voulu, parce que le journaliste, maintenant irakien et non plus des occidentaux, ça ne les intéressait pas du tout. Et j'ai repris ces formes comme des patterns, comme on dit en anglais, et dans cette série, les photos sont à moitié à moi et à moitié pas à moi. Par exemple, là, ça se passe en Syrie, le chien et la route. Et le cratère a vraiment existé quelque part, mais pas sur cette route syrienne. Et donc, tout est vrai et tout est faux. Et c'est une volonté assumée, c'est-à-dire que dans les images, hein, souvent la lumière vient de droite et de gauche, donc c'est des images complètement impossibles. Mais voilà, et donc il y en a 11, comme le dit le titre. Merci. D'ailleurs, je me souviens. Diane. Non, je voulais juste faire une petite remarque, rebondir sur ce que tu dis. Je me souviens avoir. Vas-y Diane. Non, je veux dire une petite chose, je me souviens, pour le lien avec Roger Fenton, je me souviens avoir lu quand on a fait l'exposition de topographie de la guerre ovale, que Roger Fenton avait déplacé les boulets. Et que c'était une sorte de mise en scène. La photo de Fenton des boulets est en quelque sorte mise en scène. Bon voilà, petit clin d'œil à Sophie. Je voulais juste faire une remarque par rapport à la question de la présence humaine. Vous disiez, il n'y a pas de présence humaine. En fait, moi, je trouve qu'elle est partout, en fait. Enfin, c'est-à-dire que, finalement, on ne voit que ça. Oui. Elle va être d'accord avec vous. Je peux vous le dire tout de suite. Alors, non, mais sous forme de traces, mais quand même, enfin, c'est pas une nature débridée, luxuriante, sur laquelle l'homme n'a pas mis la main. C'est vraiment, il est partout, je trouve. Enfin, c'était juste une petite remarque. Et je sais plus ce que je voulais. Ah oui, alors le matelas qui. Ça, c'est à Sarajevo, mais après la fin du siège, c'est dans la partie serbe, et c'était tellement. Enfin, Thomas dit que c'est un pansement, oui, qu'il y a un pansement qui vient de l'intérieur, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les gens circulaient dans ces immeubles, et pour ne pas être vus, ils avaient mis un matelas pour occulter en fait le. Peut-être tu peux raconter aussi ce qu'avait été ton projet sur les matelas. Allez, en 2 mots. Arrête de râler tout le temps, c'est infernal. Allez. Je ne sais plus quelle année c'était, genre fin des années 90. Il y a eu une invitation faite par Adelina Furstenberg qui s'occupait du magasin à Grenoble, mais là à l'époque plus du tout, et qui avait invité des artistes pour travailler autour du je ne sais plus combienième anniversaire de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et donc j'avais fait un projet justement sur le thème du pansement, puisque l'OMS est supposée s'occuper de tout ce qui ne va pas, et en particulier dans la santé. Et donc j'avais fait un projet qui est resté à l'état de croquis, où j'avais mis des matelas qui sanglaient des fenêtres de l'OMS à Genève. Et évidemment, ce projet a été refusé parce qu'ils ont dit qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui va accepter d'être dans le noir pendant 3 mois. Donc, et ça s'est transformé à l'utilisation de cette photo qui est devenue de la taille d'un panneau d'affichage publicitaire américain, parce qu'Adelina avait lancé aussi, certains participants étaient rentrés dans ce cadre-là. Donc moi, ça a été avec ce matelas. Jérôme, tu conclus? J'avais juste une remarque ici. J'ai entendu quelqu'un, mais peut-être pas. Je ne sais pas si c'est conclu, peut-être que ça va appeler d'autres commentaires, mais tu parlais de déflagration dans l'œuvre de Sophie. Moi, il y a une œuvre dont on a parlé avec Patrick Bouchard, qui est un architecte, qui connaît bien ton travail, qui est venu visiter l'exposition il y a une semaine, et on a passé beaucoup de temps devant l'œuvre qui vous accueille dans l'exposition, qui est un espèce de mur. Sophie a une conscience de l'espace et de la place de l'œuvre dans l'espace, de l'image ou de l'image, de l'objet artistique dans l'espace, qui est tout à fait impressionnante, et c'est ce qui nous a amené, je dis nous, parce que ça a été vraiment l'objet de beaucoup de discussions avec Sophie, à vraiment faire de cette exposition une installation, avec le point de départ, qui est l'œuvre La Campagne, qui date de 1997,
Donc au bas des escaliers, vous avez une œuvre qui est la première fois où tu as vraiment abandonné finalement l'autorité du mur, la clarté du mur, l'affirmation du mur pour laisser l'œuvre au sol, dans l'espace dans lequel nous sommes, et nous abandonnons nous aussi à porter un jugement sur la hiérarchie que le mur impose dans les points de vue. La clarté, pour moi, tu parlais d'indicible, pour moi une œuvre d'art se définit par son irréductibilité. On ne peut réduire à rien une œuvre d'art. Et tout discours, toute médiation ne pourra jamais épuiser ce qu'est une œuvre, qui n'est, il n'y a pas un propos, il n'y a pas un but, c'est pas une illustration, c'est pas un rébut. Une œuvre d'art est irréductible. Et c'est notamment le cas de Sophie. Et donc nous discutions avec Patrick, donc déjà de la façon dont tu as occulté la galerie, c'est-à-dire quand on entre dans la galerie, ça fait 1 an simplement que nous sommes ici, mais on s'est réjoui depuis 1 an d'avoir cet axe, pas une perspective, mais on a un axe de l'entrée, et là c'est la place de choix, on voit l'œuvre, je suis très content de ça depuis 1 an, et Sophie prend ça donc à l'envers et dit non, on va construire un mur donc à l'entrée de la galerie qui coupe l'espace qui normalement est l'espace pour les artistes invités. Donc on a eu l'idée d'inviter un artiste avec Sophie, mais Sophie a souhaité entraver finalement la circulation du regard, créer un obstacle, et on se prend un mur quand on arrive dans la galerie. Et on a non seulement un mur au sens propre, c'est une simèse, mais c'est un mur de roche qui est cette immense falaise, ce défilé qu'il y a. Donc on est dans l'arrière-pays niçois, enfin un petit peu au-delà de Digne. Et tu parlais de géologie, il y a quelque chose là qui est pour le coup très géologique. C'est ce par quoi Vinciane Després commence le texte qu'elle a écrit sur l'exposition, parlant de différents niveaux temporels qu'il y a dans cette œuvre qui est magistrale. Donc la géologie, le temps de l'humain, la construction humaine, totalement dérisoire avec une petite barrière qui est en train de s'effondrer, et puis le temps du ruissellement, de l'évaporation, l'eau qui est là, les arbres assoiffés, et puis quelques flaques d'eau, on dirait que ce sont des empreintes de pas justement, qui nous guident vers donc, ce défilé que Sophie a choisi d'intituler « La faille ». Et c'est le titre de cette œuvre, c'est la faille. Et donc dans ce système dans lequel nous sommes, il y a des failles. Et je crois que Sophie nous encourage à trouver la faille et à utiliser ces failles pour sortir de ce système qui est en plein écroulement. Donc on est dans un monde qui se fissure de partout. Enfin, et là, c'est l'effondrement de notre système, mais qui crée des failles. Et je crois que c'est ça en fait qui est extrêmement optimiste et encourageant. Tu parles de ténacité. Voilà, Sophie nous invite, et ça peut être le thème de la fin, trouver la faille, passer par la faille pour sortir de là et aller vers un autre monde. Et c'est sûr que le défilé que Sophie donc simplement annonce peut-être augure derrière d'une Arcadie extraordinaire. On ne sait pas ce qui est au bout de ce chemin. C'est peut-être pire, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Sophie nous encourage à passer par la faille. Voilà. Et soyez attentifs au titre de Sophie. Souvent, les titres sont géographiques. Le pont à Limby, donc pour ces palmiers qui dessinent donc un endroit qui est vraiment stratégique, géopolitiquement parlant. Mais parfois, là, il y a ces titres-là, et je ne sais pas d'ailleurs, cette faille, peut-être c'est la question que je te pose, pourquoi tu l'as intitulé La faille? Comment est venu ce mot de la faille pour le titre de cette œuvre? Au labo, en faisant le tirage. Et... Sans forcément avoir l'idée, c'est une faille géologique non. Finalement, mais sans avoir tout ce que... Tu les travailles beaucoup, tes titres, ils sont toujours quand même très... c'est pas au hasard, quoi, non plus. Hein. On est d'accord. J'ai une dernière petite anecdote sur Sophie qui est très... Elle va m'en vouloir. Un poisson d'avril là. Non, mais... quand elle est gamine, à un moment donné, en famille, ils vont voir le pont du Gard. Et Sophie a un petit appareil, un Kodak Brownie, c'est ça, tu vois. Et là, tout de suite, c'est pour un peu répondre à votre question sur la présence humaine. Et là, tout de suite, normalement, quand on a son premier appareil photo, on fait papa, maman, la sœur, etc. Aucune photo des proches, simplement le pont du Gard, le pont du Gard, le pont du Gard. Vrai ou faux? Ouais. Voilà, donc voilà, la faille, je laisse méditer sur la faille, et tout la déclinaison, le faillir. Et merci à tous.